prennent votre grand témoin ce matin est Sonia Barcala, réalisatrice du film documentaire fiction Témoin. Ils sont des millions à l'avoir vécu. Si nul ne peut dire qu'il a ressuscité, ils sont toutefois des millions à être revenus à la vie ou avoir eu cette impression après avoir vécu une expérience de mort imminente. État assez difficile à définir, mais auquel la science s'intéresse de plus en plus et qui amène à se poser des questions métaphysiques. À plus forte raison s'il y a un débat sur la fin de vie qui s'ouvre. Après tout, que sait-on de la mort, de ce passage et du processus qui accompagne la mort? On sait que c'est un tabou dans notre société, qu'il s'agit d'un point dur qu'on voudrait résorber. Certains aspirent même à vouloir faire mourir la mort en prolongeant la vie par tous les moyens. Cette mentalité se débat pour repousser l'échéance fatale et avec elle tout ce qu'on peut espérer après. Les expériences de mort imminente redonnent-elles du sens à la fois à la vie et à la mort? C'est une question qu'on peut poser à Sonia Barcala qui a réalisé le docu-fiction Témoin. Donc, ils sont des millions à l'avoir vécu. C'est en salle depuis le 6 novembre. Il y a une ciné-débat ce soir qui se tient à l'UGC de Versailles à 20h dans les Yvelines. Bonjour Sonia Barcala. Bonjour. Je précise que vous aviez organisé les rencontres internationales sur les EMI à Martigues, c'est en 2006, et à Marseille en 2013. Vous avez aussi publié « Et si cela vous arrivait ?» aux éditions Le Lotus et l'Éléphant. Et puis je précise également, il y a un autre documentaire qui s'appelle Faux départ qui sert aux étudiants en médecine. C'est mon premier film documentaire sorti en 2010 et qui est utilisé comme outil pédagogique au CHU de Strasbourg pour les étudiants en médecine. Oui. Qu'apprennent-ils avec ce documentaire? Eh bien, on les sensibilise aux EMI, c'est-à-dire comment accueillir ce genre de témoignages sans explication, bien sûr, mais c'est important parce que les soignants sont en première ligne en fait pour accueillir ce genre de témoignages. Et au moins, ça libère un peu la parole par rapport aux témoins. Vous estimez qu'il faut libérer la parole dessus, d'ailleurs, hein? Ce n'est pas si simple d'en parler. Non, exactement, oui, puisque beaucoup de personnes, et ça on le sait depuis 30-40 ans, les gens ont peur d'en parler, peur de se faire prendre pour un illuminé, hein, tout simplement. Et là, c'est plus le cas, on va dire. Il y a l'image de saint Thomas qui vous vient à l'esprit. Oui, saint Thomas, les EMI, c'est un peu comme saint Thomas, en tout cas, parce que au début... les apôtres, lorsqu'ils ont vu apparaître Jésus et qu'ils en ont parlé à Thomas, Thomas ne le croyait pas. Voilà. Et Thomas disait, tant que je ne vois pas, je ne crois pas. Et puis Jésus est apparu à Thomas et donc Thomas a dit, je crois en vous Seigneur. Et puis Jésus a répondu, tu crois parce que tu m'as vu. Heureux celui qui croit sans voir. Mais ce qu'il faut retenir, ce que je dis, c'est pourquoi on retient l'incrédulité de saint Thomas. Parce que au final, c'est les 11 apôtres qui ont vu Jésus et qui n'ont pas cru, quoi. Et les EMI, c'est pareil. Il y a des millions de personnes qui ont vu, et qu'on ne croit pas. Et qu'on ne croit pas, voilà, c'est ça. Pourquoi ne les croit-on pas? Pourquoi ne les croit-on pas? Parce que je pense que ça défie aussi, ça défie un peu la rationalité et ça remet en cause beaucoup de choses. Comme quoi? Les paradigmes, les croyances, les certitudes, tout ce qu'on a cru savoir, tout ce qu'on pense savoir, voilà. Mais en tout cas, le documentaire, lui, il part d'un bon sentiment, d'une objectivité, parce que je laisse la parole à des sceptiques convaincus ou pas, hein, et je leur propose des témoignages qui défient un peu l'entendement, avec des témoignages d'aveugles de naissance, de sourds, et ça fait réfléchir. Qui peuvent vivre des EMI aussi, c'est-à-dire voir même si leurs yeux n'ont jamais vu. Exactement, ce qui pose la question de quelle est la nature de notre conscience et avec quels yeux, est-ce que vraiment ils voient avec des yeux, quoi. Voilà, c'est des perceptions peut-être. Et la vraie problématique des expériences de mort imminente, c'est de savoir comment et pourquoi ces personnes ont-elles pu percevoir des scènes de leur réanimation ou des conversations, mémoriser des conversations à 20-30 mètres de là où elles se trouvaient physiquement, par exemple. Et avoir donc des idées extrêmement claires là-dessus. Oui, c'est ça. Puisque, vous le dites, hein, elles mémorisent, donc elles peuvent le raconter. Elles peuvent le raconter, et il y a même des témoins, voilà, des témoins, des soignants, ça c'est un peu la nouveauté, qui confirment les descriptions de leurs patients. Voilà. Et ça se passe dans d'autres pièces, parce qu'on peut dire, à la rigueur, ça se passe dans la salle d'opération, la salle de réanimation, et on sait que Louis est le dernier sens à disparaître et le premier à réapparaître. Donc on peut dire, ils ont recréé une image mentale de ce qu'ils ont pu entendre. Mais quand ça se passe dans une autre pièce, là ça pose problème. Oui, dans le documentaire, on voit à un moment qu'on vérifie
telle ou telle pièce où la personne aurait dû se trouver si son témoignage était vrai. Et comme elle n'avait aucune possibilité d'y aller dans cette pièce, elle y est bien allée par certains moyens. Elle a pu le vérifier après coup que la pièce existait. Sonia Barkala, vous-même, vous n'avez pas fait d'EMI. J'ai vécu ce qu'on appelle des sorties hors du corps, qui est la première étape des expériences de mort imminente, mais je n'ai pas vu ni le tunnel, ni de lumière. Mais qu'est-ce que vous avez vécu précisément? Alors, je me suis retrouvé dans ma chambre d'ado, ça remonte, j'avais 14 ans, et je flottais au-dessus de ma chambre d'ado. Tout simplement, j'ai été attiré par la chaîne IFI qui était en veille, et j'ai bien vu que je créais des interférences avec ma chaîne IFI. C'est-à-dire que plus je m'approchais de la chaîne IFI, plus j'entendais les radios défiler très vite les unes après les autres. J'entendais des bribes de chansons, des bribes de paroles, jusqu'à ce que je m'arrête sur une chanson de Goldman, Pas toi. Mais c'était pas anodin parce que c'est la chanson de mon premier amour. Donc l'affect joue un rôle, hein. Donc j'ai entendu du début jusqu'à la fin. Et une fois que la chanson s'est terminée, je me suis fait la réflexion, tiens, nous sommes électromagnétiques sans savoir vraiment pourquoi. Voilà. Bah, si vous étiez réellement parti, vous auriez peut-être écouté Puisque tu parles. C'est ça. Vous n'avez pas choisi la chanson. Mais comment avez-vous su que vous étiez dans cet état-là? C'est-à-dire, vous étiez au-dessus de votre corps? J'étais au-dessus, mais j'étais en hauteur. J'ai pas vu mon corps, mais je savais que j'étais au-dessus de lui. Parce que vous dormiez au moment où c'est arrivé? Oui, c'est ça, c'était de nuit, oui. Mais je l'ai su bien après, j'ai pas fait la relation très vite, parce que moi j'ai lu le livre du docteur Moody à l'âge de 11 ans. C'est après, quand j'ai fait le rapport, la relation très tardivement finalement. C'est un sujet qu'on étudie maintenant depuis quoi? Depuis un bon demi-siècle quand même. Oui, absolument. Avec les recherches du docteur Moody, c'est ce psychiatre américain qui a popularisé, qui a fait connaître au grand public ses expériences, hein, avec son livre La vie après la vie. Et puis il y a eu la fondation de Yance USA avec des chercheurs qui ont étudié, qui ont recueilli des milliers et des milliers de témoignages. Oui. Maintenant, où en est la recherche de ce point de vue-là? Depuis une vingtaine d'années que vous travaillez le sujet, qu'est-ce que vous avez vu évoluer? Alors, j'ai vu évoluer de nombreux protocoles qui ont été mis en place. Alors, ça n'a pas donné vraiment de résultats, parce que les protocoles, je pense, mériteraient d'être améliorés. Quand je parle de protocoles, c'est-à-dire des expériences où on a placé des cibles en haut des amours de blocs opératoires, comme des dessins avec des illusions d'optique, des formes géométriques, pour voir si effectivement les gens qui se disaient sortir de leur corps pendant une séance de réanimation pouvaient percevoir ces images. Et il n'y a pas eu de résultat. Et je pense que c'est un peu logique. Je pense que les gens, lorsqu'ils sont dans cet état, ils sont plutôt attirés par leurs proches. Voilà. On voit souvent les gens dire j'ai vu ma mère, mon père, mon conjoint ou autre pleurer dans la salle d'attente ou être anxieux, etc. Donc il faudrait... c'est le cas de Julie en particulier. Exactement, oui, dans le film, oui. Qui a vu ses parents en pleurs, son frère, etc. Oui. Et elle se demandait pourquoi ses parents pleuraient. C'est ça, parce qu'elle était bien. Exactement. Alors c'est souvent un état justement agréable. Il y a des EMI infernales, difficiles à vivre. C'est ça. Et des états qui sont la plupart du temps enviables, si on écoute les gens qui ont du mal à revenir sur Terre. Exactement. Il y a même des patients qu'on a voulu à leur réanimateur les avoir réanimés. Parce qu'ils étaient vraiment très très bien. Bon, après, il ne faut pas idéaliser ces expériences. Comme vous venez de le dire, et si bien dire, il existe aussi des expériences dites négatives. Et j'ai l'impression, non pas que... C'est pas parce qu'on vit une expérience négative qu'on est une mauvaise personne. On vit l'expérience qu'on a besoin de vivre pour grandir et évoluer. Et c'est dans ce sens que on ne sait pas pourquoi, mais on sait que ça existe, et que ça existe, on va dire, c'est 50-50. Hein. Voilà, sauf que les gens n'en parlent pas par peur du regard des autres, par peur du jugement des autres. Ça se passe dans toutes les cultures, toutes les latitudes, toutes les religions. Exactement. Dans le film, je suis parti au Maghreb. J'ai rencontré aussi des chercheurs en relation avec l'Asie. Donc, non, bien sûr. J'ai voulu un peu changer. D'habitude, on a les témoignages européens, d'Amérique du Nord. Et là, je suis allé plus loin. Et les EMI sont de même nature, quelle que soit la croyance que l'on revendique? Il y a les mêmes points communs. Le tunnel, la lumière, l'amour sont universels. C'est une expérience universelle. Et c'est ce qu'il faut retenir. C'est ce qui change aussi les gens. Et ça va au-delà de toutes les cultures. Oui. Quand vous dites ça change les gens, comment les gens changent-ils après? Est-ce que ça, vous le savez? Oui, bien sûr. La plupart, et on le sait depuis que les chercheurs ont étudié ce phénomène, c'est-à-dire qu'ils ont un autre regard sur la vie, le monde, les gens. Ils ne sont plus attirés par l'argent, ils ne sont plus attirés par la possession, ils sont attirés par l'envie d'aider les personnes,
Ils ne sont plus attirés par la compétition. Ils sont souvent voués à être attirés à travailler dans une organisation caritative, par exemple. Et pour eux, le plus important, c'est d'aimer et d'être aimé. Voilà. Après, c'est pas très facile pour eux. Ça, il faut le reconnaître. Ils mettent souvent. C'est-à-dire, il y a un décalage lorsque vous avez été foudroyé par autant d'amour. Revenir dans un monde aussi individuel, c'est compliqué pour eux. Et parfois, ça donne lieu à des séparations, à des divorces, des dépressions. Donc, il leur faut plusieurs années avant d'intégrer cette expérience et d'en faire quelque chose. Parce que ça donne lieu aussi à des changements de métier. ce que les gens appellent, ce que ceux qui vivent des EMI positives appellent amour, c'est comment ça se matérialise, comment scientifiquement on peut essayer de palper cette réalité? Palper la notion d'amour, alors là... Parce que s'ils la nomment comme ça, c'est qu'ils l'ont bien ressenti Ils comme l'ont tel. ressenti, mais ça fait partie. Comment expliquer l'amour? Je pense qu'il y a eu des livres et des livres qui ont été écrits sur l'amour. Je pense qu'aujourd'hui, personne ne sait ce que c'est que vraiment l'amour. Mais, en Mais tout c'est cas, un c'était amour fort. sans visage, ils ne voient pas. Oui. Non, c'est un amour inconditionnel. Un amour inconditionnel. Mais l'objet de l'amour se traduit-il par un visage, par un tête-à-tête? Est-ce qu'il voit quelqu'un au-delà? Non, des fois, c'est même la lumière. Hein. C'est pas... Alors, certains vont y mettre des figures religieuses, entre guillemets, mais d'autres fois, pas. C'est ça qui est incroyable. Il y a des prêtres qui viennent à vos Ciné-débat, oui. ciné-débats. Et ça donne lieu à de très beaux échanges. Que disent-ils? Que ça a des liens quand même. Ça a des liens. Alors on pourrait être surpris, hein, bien sûr. Mais le dernier, c'était justement au CGR de Moulins. Et en gros, dès qu'il y a de l'amour, dès qu'il y a de la lumière, ça parle en gros. Voilà. Mais Donc, ça ne donne pas une indication de la religion. Est-ce que ça donne une instruction en quelque sorte? Est-ce que ça donne des pistes dont les clercs ou même tout un chacun pourrait s'emparer dans sa propre vie? Quelles indications ça peut donner, pratiquement parlant, au-delà de l'expérience en tant que telle? Qu'est-ce qu'on peut en déduire? Je pense que là, pour le coup, j'ai tout entendu et tout vu. Ouais. Il n'y a pas de règle. Ça peut parler à chacun, ça peut renforcer, ça peut éloigner, ça peut remettre en question. Mais là, il y a... Je dis ça parce que est-ce que toutes les religions peuvent se prévaloir en fait d'être en phase avec une expérience de mort imminente? J'entends, il peut y avoir les religions asiatiques, par exemple, peuvent dire c'est un état de médiumnité, un état de bouddhisme, tout ça. Voilà. Il y a des Ça liens peut avec... correspondre. Il y a des liens avec toutes les religions, oui, bien sûr. Donc chacun peut y trouver en fait la réalité à de laquelle il se sent le plus proche. Oui. Ça devrait réconcilier. Ça devrait réconcilier, mais il y a aussi des athées, il y a des gens qui n'y croient pas du tout et qui ont une forme de spiritualité en tout cas. Ça développe une forme de spiritualité très forte et très profonde aussi. Quand on parle de l'état modifié de conscience, ce sur quoi achoppent les scientifiques, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire le fait de pouvoir percevoir en dehors de la conscience éveillée. En dehors des sens. En dehors des sens. En dehors des sens, oui. C'est-à-dire que... Et c'est pour ça que ça va à l'encontre de la définition un peu de l'hallucination. C'est-à-dire que hallucination, on peut voir les yeux ouverts. Mais là, les yeux sont fermés et on arrive à percevoir. Donc ça pose vraiment des questions. Vous voyez ? Et les scientifiques qui travaillent sur le cerveau, sur toutes les réactions chimiques du cerveau, sur lequel on a encore énormément de choses à apprendre, puisque ça reste un terrain largement inconnu. Hein. Et c'est pour ça qu'il faut rester ouvert à toute autre hypothèse. Hein. Aujourd'hui, la science n'a pas toutes les connaissances, n'a pas toutes les... Peut-être que dans quelques années, ils vont découvrir d'autres lois, d'autres... je ne sais quoi. Mais qu'est-ce que vous disent les scientifiques sceptiques? Alors, ils veulent des preuves tangibles. Voilà. Moi, j'ai posé la question, quelle est la valeur d'un témoignage, même corroboré? Si vous avez 2-3 personnes qui perçoivent ce qu'ont vu le patient dans d'autres pièces, en fait, ça dérange. En fait, ça pose question. Mais ce n'est pas une preuve scientifique. Mais ça permet quand même de mettre en place de nouveaux protocoles pour valider... pour voir, en fait, en tout cas pour encourager la recherche. Et ça, c'est très important. Sonia Barkala, les spécialistes du cerveau, quelle tentative d'explication donnent-ils quand ils sont en présence de ce genre de témoignage? Alors, il y a deux formes d'hypothèses. Soit c'est des hallucinations, mais ça ne tient pas la route. Soit c'est la thanatose. C'est-à-dire la thanatose, c'est le simulacre de la mort. C'est genre... c'est une réaction chimique du cerveau face à un événement en danger, quoi.
Une sorte de bouffée rapide, bouffée d'activité rapide. Comme si l'être humain était capable de s'imaginer une autre situation plus agréable pour faire face à une expérience de mort imminente. Mais dans ce cas-là, si la fonction des EMI était ça, quelle est la fonction des EMI négatives ? On sait que c'est pas très agréable, donc ça tient pas. Donc aujourd'hui, il y a que des hypothèses, il y a aucune explication. C'est pour ça qu'à chaque fois, il y a des contre-exemples et des contre-situations, on va dire, pour contredire un peu ces hypothèses qui tiennent pas la route pour le moment. Il y a un peu deux écoles sur le sujet. Il y a l'école spiritualiste et puis une école qui n'est pas spiritualiste. Oui, mais même dans l'école spiritualiste, il n'y a pas encore aucun protocole n'a été validé pour valider la non-localité de la conscience. Même si c'est celle qui pourrait rendre compte de tout l'ensemble des phénomènes, on est d'accord. Et c'est pour ça que les protocoles mériteraient d'être améliorés pour pouvoir valider cette hypothèse. Mais jusqu'à présent, et c'est ça qui est passionnant, c'est qu'on cherche toujours le meilleur protocole. Un dernier mot, Sonia Barkala, sur cette question des expériences de mort imminente. Ce n'est pas simple. Alors, vous êtes au cinéma en salle depuis le 6 novembre, mais c'est un sujet qui n'est pas simple de porter non plus dans l'espace public. Oui, parce que c'est encore, dès que ça traite un peu, ça touche un peu le sujet de la mort, ça fait peur. Or, ces expériences ne font pas peur, elles donnent de l'espoir et elles questionnent. Voilà. Et ça, je le regrette énormément. Et pourtant, ça marche, ça fonctionne bien. Là où vous êtes en salle, ça marche. À chaque fois qu'on va dans un cinéma, on fait les meilleures entrées. Et ça surprend. Et puis les directeurs de cinéma voient bien que c'est pas un public habituel, entre guillemets. Donc ça attire un nouveau public au cinéma. Mais voilà. Mais ça fait peur. On aura l'occasion d'en reparler. Merci Sonia Barkala. Je rappelle donc ce soir, soirée ciné, débat UGC Versailles 20h. Si vous êtes dans la région, en région parisienne, merci Sonia Barkala. C'est pour le témoin. Ils sont des millions à l'avoir vécu.